Alors, bonjour, messieurs, mesdames. Vous êtes à l'écoute de Radio Infocité. Encore une entrevue dialogique grâce au régisseur Jean-Marc Drolet. Et on reçoit ce matin même le représentant de l'écomusée du Fier-Monde, où on retrouve actuellement l'exposition Variations d'art d'ici, qui regroupe 60 artistes. Et l'exposition est en cours jusqu'au 14 mai. Et l'entrée est libre, c'est ouvert au grand public. Et avec René Binette, le représentant de l'écomusée du Fier-Monde, et on va faire une petite promenade de cette exposition, parler des artistes qui y figurent, parler des œuvres. Il y a des artistes malheureusement décédés, mais de renom. Et il y a également des artistes vivants et fascinants. Et on parlera des œuvres de ces gens-là aussi. Alors, René Binette, vous pourrez nous parler un petit peu de votre rôle à l'écomusée du Fier-Monde et pourquoi moi j'ai choisi de faire cette entrevue dialogique sur Variations d'art d'ici. C'est que je fréquente l'écomusée du Fier-Monde depuis des années. C'est un de mes musées favoris et pour cause. C'est qu'il y a une vocation sociale qui est au fondement même de ce musée-là. Et c'est rare que je retrouve de joindre la théorie des arts à la pratique de la société actuelle. Et voilà pourquoi je tiens à présenter René Binette de l'écomusée du Fier-Monde. Mais merci pour votre présentation et vos bons mots. Alors, effectivement, l'écomusée du Fier-Monde se définit comme un musée d'histoire et un musée citoyen. Alors donc, peut-être juste pour parler un peu d'histoire, nous sommes situés sur la rue Atategan. Autrefois, c'était la rue Amherst, mais là, on n'entrera pas dans l'histoire du changement de nom de rue, mais c'est un nom autochtone maintenant de cette rue. Alors, notre musée est situé dans une ancienne piscine publique, un ancien bain public qui a été construit en 1927, au moment où la plupart des logements ouvriers n'avaient ni bain ni douche. Parce que nous sommes au cœur d'un ancien quartier industriel et ouvrier. C'est donc pour des raisons d'hygiène d'abord et avant tout que le bâtiment a été construit. Alors, la piscine a été ouverte jusqu'en 1992 et par la suite, c'est l'écomusée qui s'y est installé en 1996. On y présente nos expositions, mais on se définit comme musée citoyen parce que pour nous, le musée a un rôle à jouer. Vous parliez c'est ça, un rôle d'acteur social. Hein? Nous sommes des acteurs dans la cité. Nous essayons de donner la parole à différents groupes et vous pourriez en parler aussi parce que vous fréquentez effectivement nos expositions. Et à chaque année, et c'est un peu à ce titre-là que je suis le représentant de l'écomusée, mais du comité de l'encan, nous organisons un encan bénéfice d'œuvres d'art. Alors, parce que, bien sûr, nous avons un appui financier du ministère de la Culture, de la Ville de Montréal ou du Conseil des arts de Montréal, de Patrimoine canadien, mais cela ne suffit pas. Il faut générer des fonds. On le fait de différentes façons et notre événement bénéfice majeur qu'on fait annuellement, c'est cet encan d'œuvres d'art. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de jumeler cet encan à une exposition qui s'appelle Variations sur l'art d'ici. Donc, c'est en même temps une opération pour nous de financement, mais de démocratisation de la culture. C'est une façon, pendant 2 semaines, de découvrir des artistes et des œuvres d'ici, 66 œuvres qui sont présentées gratuitement à tout le monde. Venir découvrir des artistes d'ici, comme vous disiez tout à l'heure. Et je souligne, dans le cas de l'écomusée du Fier-Monde, un autre fait saillant de ce musée-là, c'est l'accessibilité. C'est de rendre l'art contemporain, l'art qui figure de façon intégrante dans l'histoire du Québec,
de rendre cet art des meilleurs artistes accessible à monsieur et madame tout le monde. Et donc, dans l'exposition actuelle, Variations d'art d'ici, vous avez la panoplie des artistes, aussi bien décédés que vivants. Je m'empresse de mentionner, vous avez Jean-Paul Riopel, vous avez Marcel Ferron, vous avez Francine Simonin, vous avez la crème, mais qui est là dans un quartier populaire. Et ça, il faut le souligner, c'est que ce musée, l'écomusée du Fier-Monde, est fidèle à ses racines dans un quartier populaire. Et en tant qu'historien et spécialiste dans l'histoire du Canada français, sa transition vers le Québec moderne, je tiens à souligner pourquoi un bain public. Eh bien, jusqu'en 1910, le taux de mortalité à Montréal, puisque c'était industriel, il n'y avait pas un souci d'hygiène publique, le taux de mortalité rivalisait celui, croyez-le ou non, de Bombay en Inde, parce qu'on entassait les gens sans les mesures de santé publique qu'on connaît maintenant. Donc, il y avait une vocation, et on sort d'une pandémie. Eh bien, et justement, c'était pour répondre à cette question de la santé publique, la choléra, entre autres, qui malheureusement a fait ravage à Montréal à cause des conditions qui manquaient tellement. Or, c'est donc joindre l'utile à l'agréable à l'écomusée du Fier-Monde, et peut-être pourrait-on faire une promenade maintenant, une promenade virtuelle, mais on invite le grand public, puisque l'entrée est libre, de découvrir les artistes et les œuvres qui y sont. Oui, voilà. Alors, les œuvres sont installées, on le disait, hein, autour de l'ancien bassin de la piscine. Et comme vous le disiez, ben voilà, c'est ça. On a des artistes, ben, essentiellement, ce sont des artistes québécois et canadiens. Hein? Alors donc, ce sont des œuvres d'une très grande qualité parce que nous avons un comité de sélection. Nous faisons une sélection. On nous offre plus d'œuvres que ce que nous présentons. Alors, il y a vraiment, la qualité est vraiment au rendez-vous. Et comme vous le disiez, on a autant des noms, des grands noms de l'histoire de l'art québécois. Vous disiez Giguère, Frère Jérôme, enfin Fernand Leduc, Bellefleur, etc. On a aussi une assez grande variété là, je pense qu'on a l'œuvre de Martine Bertrand. Là, je parlais des grands noms passés, mais là, ici, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire c'est quelqu'un, je dirais, tout jeune, ou relativement jeune, une œuvre assez originale avec ces petits personnages. Ça me permet aussi d'aborder le fait qu'on a une variété aussi de médiums, hein? C'est-à-dire que il y a de la photo, il y a de la gravure, il y a des huiles, il y a on a une sculpture, c'est ça. Alors, on a quand même plusieurs médiums qui sont présentés. Alors, c'est ça. On a une belle variété de ces grands noms dont je parlais tout à l'heure et de noms peut-être des nouveaux venus, et aussi il y a un certain nombre de noms. Alors ça ici, c'est Muriel Faye. Alors c'est une artiste, je dirais que c'est une de nos habitués de notre encan. C'est quelqu'un qui est très proche du quartier, très proche de l'écomusée. Alors, encore là, voilà, c'est ça, un autre exemple d'une artiste vivante et un exemple d'une huile sur toile aussi, hein, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je pense qu'on était plus sur une œuvre sur papier, là, on est sur une huile sur toile. Alors, donc, c'est ça, on a une préoccupation de présenter à la fois un certain nombre de grands noms, ceux qu'on a nommés tout à l'heure, mais ou de noms plus connus, parce que dire des grands noms, parce que c'est pas parce qu'une personne est plus jeune, elle aussi, elle a un nom. Hein. Il n'y a pas de petites œuvres, il y a peut-être des œuvres un peu moins connues.
Alors, c'est ça, différents médiums, différentes œuvres, c'est ça. Et je tiens à souligner l'œuvre qui est devant nous est Oui. de Jérôme Fortin. Jérôme Fortin, à mon avis, je suis son travail depuis des décennies. Eh bien, il a su articuler un code pictural qui est presque sémiotique. Qu'est-ce que j'entends par la sémiotique? Signe, sens et symbole. Et il le fait de façon tout à fait unique quand on voit qu'il crée un code. Et j'aimerais revenir justement sur l'œuvre de Martine Bertrand, qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a un dénominateur commun entre Jérôme Fortin et Martine Bertrand, c'est celle de avant. Alors, voyez-vous, là, quels sont les dénominateurs communs entre Jérôme Fortin et qui lui est professeur des beaux-arts au Cégep de Vieux-Montréal et qui expose à l'échelle internationale. Et c'est le cas aussi de Martine Bertrand, une personne charmante. Je me souviens la première fois que je l'ai rencontrée, c'est quelqu'un d'un humanisme formidable, et pour cause, parce qu'elle crée des personnages, elle crée un univers, une population qui lui est propre. Et je tiens à souligner à l'auditoire de Radio Infocité que Martine Bertrand, elle est artiste pluridisciplinaire, et d'ailleurs ses œuvres figurent, croyez-le ou non, dans les films de Denis Villeneuve. Dune, le premier, ainsi que le Dune, le deuxième. Et donc, j'ai su qu'elle sait comment meubler l'espace pictural, de créer un sens communautaire, de créer un peuple, de créer une communauté dans l'espace pictural. Et donc, là encore, c'est sémiotique, signe, symbole et sens qu'elle attribue. Et c'est sa façon de rendre l'art contemporain combien humanisant, combien personnel, voire, on le voit ici, individuel. Et si on pouvait aller maintenant, l'œuvre de Muriel Faye qu'on avait vue tout à l'heure, eh bien, Muriel Faye, c'est une artiste elle est méticuleuse, elle est précise, c'est un maître dans son domaine. Donc Muriel Faye, c'était celui en bleu et voilà. Or ici, Muriel Faye s'est plongée dans sa vision créative, dans sa démarche artistique, parce que là, elle est minimaliste, et sur le plan formel des formes, et sur le plan chromatique, des couleurs, minimum de couleurs, minimum de formes, et dans ce sens-là, l'œuvre de Muriel Faye est combien poétique. Qu'est-ce que j'entends par cela? La poésie, c'est une économie de moyens, dire le maximum avec le minimum. Alors là, on a trois artistes, mais on peut pas tout voir. Mais René Binet parlait des artistes vivants bien connus, et je m'empresse de mentionner aussi Irene Whittam, dont l'œuvre figure dans l'exposition Variations d'art d'ici. Moi, j'ai pu écrire sur l'œuvre de Irene Whittam dans la revue Espace. Eh bien, la revue ESSE, Irene Whittam a reçu le prix du gouverneur général, rien de moins. Et vous avez également une autre sommité de l'art contemporain. Elle est bien vivante, Geneviève Cadieux, qui figure dans cette exposition et qui a aussi reçu le prix du gouverneur général. Donc, et sans parler du refus global, Fernand Leduc, la simplicité des lignes et d'aller à l'essence. Et là, il y a un dialogue entre l'art de Muriel Faye, aller à l'essentiel, et dans l'art de Fernand Leduc. Et peut-être pourrait-on voir une quatrième image. Oui, voilà. Là, il s'agit de Trevor Conander.
un des privilèges pour moi comme critique d'art, c'est de rencontrer les artistes tout jeunes et de suivre leur parcours. Eh bien, dans le cas de Trevor Cunander, je l'ai rencontré il y a déjà 20 ans. Il était étudiant au baccalauréat à l'université Concordia. Il était tout jeune, et moi, je l'étais aussi à l'époque. Et Trevor Cunander, de voir l'évolution de son art et sa façon de disposer de l'espace pictural par les formes et par les couleurs. Et là, on est dans l'art abstrait, mais un art abstrait sublime, de sorte qu'on entre dans son univers esthétique. Oui, tout à fait. Je suis très heureux de vous entendre parler à la fois de façon rationnelle, je dirais, mais aussi de façon très émotive avec votre cœur de ces œuvres-là. Puis je pense qu'effectivement, voir chacune de ces œuvres en visitant l'exposition, c'est une expérience en soi, hein? C'est une expérience individuelle. Je m'empresse d'ailleurs de dire qu'on présente quelques œuvres comme ça par Internet. Elles sont sur notre site Internet, mais ce n'est pas la même expérience de voir une œuvre. Tout à l'heure, on avait l'œuvre de Fortin. Ben, je veux dire, il y a un relief là-dedans. Hein? C'est un collage que ne rend pas, mais je pense que ça vaut la peine de venir voir ça, de venir voir le détail. Vous parlez de Mme Whittom. La photo qu'elle nous présente, en fait, c'est un photomontage. Hein? On a une vue intérieure d'une usine et apparaissent des personnages, les ouvriers, ouvrières. Bon, l'image que nous avions tout à l'heure le montre un peu, mais je pense que ça vaut la peine de venir voir l'œuvre sur place. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des reliefs, c'est une expérience, c'est ça, qui est différente. On s'arrête là. Oui, voilà. Et là, je vais faire le pont avec Ronnie Binet. Dans le cas de l'œuvre de Irene Whittom, qui a reçu le prix du gouvernement général, c'est combien direct le lien avec l'écomusée du Firmonde, puisqu'il s'agit d'une usine, il s'agit d'ouvriers. Donc, toute cette dimension vraiment populaire qui figure dans son œuvre. Et aussi, je tiens à souligner, on a une panoplie d'artistes, 60 artistes, rien de moins. Donc, on parle d'une exposition d'envergure. Mais qui plus est, on a la gamme d'expressions artistiques. Ici, on est devant l'œuvre de Laurent Lamarche. Et on parlait des œuvres classiques, traditionnelles, soit peinture à l'huile ou encore à l'acrylique ou des dessins. Ici, il s'agit d'une œuvre numérique. On est dans l'art tout à fait à la fine pointe des recherches de l'art contemporain. D'ailleurs, comme monsieur Jean-Marc Drolet à la régie sait, il y a un certain temps, on a réalisé une entrevue dialogique avec Laurent Lamarche. Et donc, cette quête de la recherche dans son travail. Et Ronnie Binet a tout à fait raison de souligner à quel point de voir ses œuvres sur l'écran, c'est une expérience. Mais de les voir en personne en est une toute autre. Pourquoi? Parce que l'art, certes, est une image, mais l'art est aussi un objet. Or, un objet a une présence physique, spatiale, voire temporelle. Et donc, d'être en présence de l'image, l'objet, importe énormément. Et voici notre invitation à l'auditoire de Radio Infocité. Et j'apprécie énormément qu'on a toutes les variations de l'art contemporain, d'où le titre Variations d'art d'ici. On est en plein dans l'art numérique et les recherches que mène Laurent Lamarche, je les ai associées avec une quête spirituelle. Comment réconcilier ce qui est numérique avec la spiritualité? Or, quand on entre dans la présence de l'œuvre, l'image et l'objet, c'est un peu comme tâter, toucher l'âme.
de l'artiste. Oui, et visiter une telle exposition, apprécier chacune de ses œuvres, c'est une expérience. Hein? Ça permet de vivre une expérience. Hein? On parle de ce mot de vivre des expériences dans le domaine des musées. Alors, venir à l'écomusée dans une ancienne piscine publique, c'est vivre une expérience parce qu'on entre dans un lieu plein d'histoires. Hein, bon, alors c'est l'ancienne piscine. D'ailleurs, on reconnaît le bassin, etc. Mais regarder chacune de ces œuvres, c'est aussi vivre une expérience. Vous parliez peut-être de spiritualité ou de. Alors, il y a le côté chromatique, il y a le côté esthétique, il y a le côté voilà. Et ben il faut, c'est ça, il faut se laisser absorber, il faut entrer dans les œuvres, quoi, d'une certaine façon. Hein, c'est ça. Il faut se laisser capter par chacun de ces univers. Parce que, oui, vous parliez d'un objet, on pourrait dire que chaque œuvre est un objet, chaque œuvre est un univers aussi. Hein, et ça nous évoque un univers aussi dans notre tête, d'une certaine façon. Et tout à fait, cette œuvre de Laurent Lamarche, à toute fin pratique, c'est un microcosme de sa vision créative, de sa démarche artistique. Et je tiens à souligner à l'auditoire de Radio Infocité, entrer dans le bâtiment de l'écomusée du Fier-Monde, c'est entrer dans l'histoire de l'environnement bâti de Montréal. C'est un lieu historique et vous allez plonger dans le Montréal d'antan. Et je dis plonger littéralement puisqu'il s'agit d'une piscine. Alors plonger dans cette expérience de l'art contemporain avec variation d'art d'ici. Et peut-être pourrait-on regarder une autre image alors. Bien sûr, bien sûr. Grâce à Monsieur Drolet. Oui, c'est ça. Alors là, on a une œuvre, croyez-le ou non, en acier d'Yves Louis XVI. Yves Louis XVI, c'est un autre artiste que j'admire. Son aptitude d'aller droit au but. Il s'agit de l'acier, il s'agit de l'acier brut. Et encore une fois, c'est presque oriental, c'est presque asiatique dans son esthétique. Il crée un paysage avec un minimum de moyens. Mais ce paysage, on dirait, c'est une ambiance, c'est une atmosphère qui crée avec l'acier. Quelle ironie! Donc l'acier devient un moyen d'humaniser l'art contemporain et il a ce talent de nous faire, sans jeu de mots, un bain d'immersion d'un sentiment. L'acier, mais il y a un affect, il y a une charge affective dans son œuvre. Oui, tout à fait. Et voici un autre exemple d'une œuvre que, bien que la reproduction que vous voyez sur l'écran nous donne une idée de ce que c'est, mais je pense que j'allais dire, c'est presque incomparable avec l'expérience de la voir en personne, puis effectivement, ne serait-ce qu'à cause du matériau, mais il y a du mouvement à l'intérieur de ça. On arrive dans autre chose. Je vous laisse présenter l'œuvre. Oui, alors si on peut aller à justement celle-là, il s'agit de Carole Morin. Carole Morin, ce qui me fascine chez elle, c'est la fluidité des lignes, la souplesse des formes. Si ma mémoire est bonne, elle entretient un dialogue certain avec la danse, avec la chorégraphie, et qui plus est, elle affectionne particulièrement l'Espagne et spécifiquement Barcelone. Or, quand je regarde cette œuvre, je pense d'emblée à Juan Miró, le surréaliste. Et donc, j'aime beaucoup comment elle puise dans son vécu, dans son expérience de Barcelone, de l'Espagne, et de créer quelque chose qui est en deux dimensions, mais on dirait que le mouvement est implicite dans l'œuvre.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si avec tout ce qui s'est passé avec la COVID, si c'est encore le cas, mais Carole Morin, jusqu'à il y a quelques années, passait plusieurs mois par année à Barcelone. Elle allait sur place. Hein? Bon, comme je vous dis, là, je ne sais pas si à cause de la COVID, si elle a pu encore le faire récemment, mais voilà, c'est un milieu qui l'inspire beaucoup. Hein, c'est en grande partie là-bas qu'elle prépare ses œuvres, que ça alimente son imaginaire. Voilà. Alors, oui, il y a quelque chose de très, à la fois de coloré, il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Carole Morin, c'est aussi une artiste qui est souvent avec notre exposition qui revient à chaque année. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est sa façon de. Souvent, on pense dans les beaux-arts, dans les tableaux, en peinture, de la ligne horizontale. En quelque sorte, elle défie la ligne horizontale. Cette ligne devient vivante, mouvante. Et ça, c'est très, très intéressant d'animer le plan pictural. Eh bien, le temps passe et peut-être pourrait-on passer à la prochaine image. Nous sommes fermés les lundis, mardis, mais de mercredi à dimanche prochain, il faut aller sur notre site Internet pour avoir les heures d'ouverture. Le mercredi soir, nous sommes ouverts. Alors, c'est ça, c'est possible de venir voir ça. Et le prochain week-end aussi, ce sera encore disponible pour venir visiter l'exposition. Et d'ailleurs, venir visiter l'exposition, venir voir le bâtiment de l'écomusée et en profiter pour voir notre exposition permanente aussi. Alors, il y a certainement une bonne demi-journée ou en tout cas 2 heures certainement qu'on peut passer à l'écomusée très, très facilement. Et je tiens à souligner en tant que professeur, éducateur, quoi qu'en sciences des religions, dont la spécialité, c'est le rapport entre l'esthétique et la spiritualité, donc les beaux-arts et la spiritualité. J'avais l'expérience dans la salle de classe quand je présentais l'art contemporain. Mais la première réaction, je ne suis pas artiste, je ne suis pas spécialiste en histoire de l'art, j'y connais rien de l'art contemporain. Mais c'est justement votre portail, l'écomusée du Fier Monde, d'apprivoiser l'art contemporain et en quelque sorte la vocation, je parlais de la vocation sociale de l'écomusée du Fier Monde, mais il y a également cette vocation esthétique de ce que j'appelle de démystifier l'art contemporain, de le rendre accessible, compréhensible pour monsieur et madame tout le monde, fidèle à ses racines dans un quartier populaire. Oui, monsieur, allez-y. Je pense que c'est une exposition qui est très accessible, c'est-à-dire que hein, parfois on peut penser à l'art contemporain en disant « Oh non, ça me fait peur, ça ne m'intéresse pas, je ne comprends rien. » Moi, c'est pas nécessaire d'avoir 3 doctorats pour venir voir l'exposition. C'est pas nécessaire. Non, mais c'est ça, là, c'est pas nécessaire je pense qu'il s'agit tout simplement d'entrer et de se laisser porter par le regard, par l'émotion. Voilà, c'est ça. Il y a des œuvres qui sont peut-être un peu plus, qui vont s'adresser plus à l'intellect, mais il y en a d'autres qui s'adressent directement à l'émotion et au cœur. Et c'est ça, je ne pense pas que c'est très rébarbatif comme exposition. Enfin, les réactions qu'on a des gens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le cadre de notre encan, à cause de notre mission, on partage le profit de 3 œuvres avec des organismes du quartier. 3 organismes et donc il y avait des gens de ces organismes-là qui étaient là et qui effectivement ne sont pas nécessairement des spécialistes en art contemporain et qui étaient enchantés de cette exposition-là qui était et qui disait « Ah oui, on va amener les gens de l'organisme, on va amener les gens du quartier pour voir ça parce que
c'est accessible à tous. Oui, et gardons en tête, Variation d'art d'ici comprend 60 artistes, rien de moins. Donc, il y en a pour tous les goûts, littéralement. Voilà, et je m'en voudrais de ne pas mentionner un artiste contemporain, bien vivant, Zilon, qui figure dans cette exposition. Il y a une œuvre à lui seul. Cette œuvre vaut le détour, oui. L'arme noire. Cette œuvre m'a profondément touché. Et Zilon, on peut l'associer avec l'art de la rue, avec l'art, toutes sortes d'art alternatifs. Mais au fond, il touche la condition humaine. Et de façon magistrale dans cette œuvre, L'arme noire de Zilon. Alors, on termine avec René Binet, représentant de l'Écomusée du Fier-Monde, qui pourrait nous parler de leur camp. Et vous savez, on parlait d'une vocation sociale, on parlait d'un quartier populaire, qui est un euphémisme pour un quartier pauvre. Eh bien, l'art ne vit pas tout seul, les musées ne vivent pas tout seuls, on est dans un quartier, la vocation sociale, la vocation, dirais-je, éducative, pédagogique, de rendre l'art contemporain accessible, eh bien, ce n'est pas en contradiction avec des factures à payer. Exact, exact. Lorsque les gens viendront visiter l'écomusée, ce magnifique bâtiment, ils vont constater effectivement la qualité de ce bâtiment-là, mais le chauffer, l'entretenir, la climatisation, enfin tout ça, le personnel, etc., faire des expositions, cela demande ce sont des frais qui sont importants. Alors donc, il y a l'exposition. L'exposition est présentée jusqu'au 14 mai. Ça, c'est gratuit, c'est accessible à tous et ça nous fait plaisir. Et même si on est dans le cadre d'un événement bénéfice, nous, ça nous fait plaisir. Il y a des gens qui vont venir voir l'exposition et ils ne contribueront pas financièrement et ce n'est pas important. Qu'ils apprécient l'exposition, pour nous, c'est déjà notre mission. L'encan comme tel, cependant, il se divise en deux. Et là, pour avoir les détails, parce que ce serait peut-être trop compliqué de donner ça, là, il faut aller sur notre site Internet, je pense, pour regarder tout ça. En fait, il y a 2 encans. Il y a un certain nombre d'œuvres qui seront mises en encan crié. Et ça va se passer le 16 mai, qui est un mardi. Alors, il y a un cocktail suivi de la mise aux enchères. C'est Winston McQuaid, l'animateur de télé, mais surtout de radio et artiste lui-même, d'ailleurs, bien connu, qui est notre commissaire-priseur. Alors, la moitié des œuvres seront mises en encan, hein, à la criée le 16. Alors, il y a un cocktail suivi de l'encan crié. Il faut se procurer un billet pour le cocktail pour être présent. Et donc, ça est à peu près la moitié des œuvres. L'autre moitié, c'est un encan virtuel sur une plateforme en ligne. Et les enchères sont déjà commencées. C'est possible, encore là, aller sur notre site Internet et il y aura le lien pour aller sur la plateforme. C'est possible de miser. Et la fin des mises se fait le 17 mai à 20h. Alors, c'est ça, voilà, c'est ça. Là, il y a des modalités techniques que je pense qu'il serait trop complexe d'aborder ici. Et s'il y a des gens là qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, vous nous écrivez, vous nous téléphonez et on va vous donner toutes les explications pour avoir un billet pour l'encan en salle, comment s'inscrire pour l'encan crié, l'encan virtuel si vous n'y arrivez pas, mais je pense que la plupart des gens sont familiers maintenant avec l'ordinateur, le téléphone, mais on peut vous aider si jamais il y avait quelques problèmes que ce soit. Et je tiens à souligner, il y a également un catalogue qui accompagne l'exposition que les gens peuvent procurer lors de leur visite. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner d'autres artistes avec qui j'ai eu le plaisir de faire des ateliers dialogiques,
René Doroy, qui figure dans cette exposition, un des plus grands artistes du Canada, qui a reçu l'Aigle du Mexique. Quel honneur pour un artiste du Québec, du Canada. Rita Le Tendre, avec qui j'ai fait un atelier d'illugie, figure également dans cette exposition, et l'incontournable Raoul Duguay, qui figure dans l'exposition lors du vernissage de Variations d'art d'ici. Et donc, c'est une invitation au grand public et l'entrée est libre. Voilà, bienvenue à tous.